Bonjour à tous. Au départ, je pensais pas forcément m'exprimer sur le mouvement à part comme je le fais d'habitude, c'est-à-dire sur le forum de JVC, le 1825, que je fréquente depuis très longtemps. Mais face à la transformation du mouvement et l'état actuel de la société et du rapport du pouvoir à son peuple, je me sens juste obligé de le faire pour essayer de rationaliser tout ça, donner ma vision des choses, chercher aussi à débattre avec les autres, échanger nos points de vue. Je suis très préoccupé par l'état actuel des choses, même si j'y vois un certain espoir quelque part quand je vois le réveil de la société civile depuis le 5 décembre, même si c'est pas encore suffisant. Euh, on est entré vraiment là dans une période décisive de l'histoire. C'est certains gilets jaunes et certains intellectuels qui les accompagnaient, voilà, comme Branco, avaient prévu la révolution pour l'année dernière. Euh, à mon avis, c'était une erreur de prévision. Hein. C'était pas encore vraiment le moment. Même si c'est sur ce terreau, c'est sur cette révolte initialement que le mouvement actuel, qui est quand même beaucoup plus vaste, a pu naître et grandir. Sans les gilets jaunes, franchement, la contestation syndicale n'aurait jamais pu tenir aussi longtemps. euh, Parce que les leaders syndicaux comme Martinez ou Berger, qui sont des professionnels du compromis, qui font partie de ce qu'on appelle les corps intermédiaires, sont par définition compromis par le système. Pour ne pas décevoir leur base syndicale, de plus en plus radicalisée et de plus en plus exaspérée par le macronisme. Ils n'ont pas pu faire ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire organiser une concertation et une négociation très rapidement avant que la grève soit arrêtée. Les leaders syndicaux ne servent qu'à ça. Bon, j'apprends ça à personne. Même quelqu'un comme Thorez en 36, qui est quand même voilà, une des grandes figures du communisme en France, euh, avait tout fait pour arrêter la grève avant qu'elle prenne une tournure beaucoup plus grande dans la société. Bon, c'est pas très bien formulé ce que je dis. L'avenir de chaque grève et de chaque mouvement social, ça reste toujours le même. C'est l'autogestion, c'est on va dire, la révolution permanente, comme le disent les léninistes. Sauf que là, on parlerait plutôt de grève permanente et de réappropriation au final de sa force de travail, et afin qu'elle soit utilisée euh, selon ce que les gens pensent au fond de leur cœur, et non plus dans un sens utilitariste au profit du capital. Je pense que les gens sont de plus en plus conscients de ça. Encore une fois, je ne formule pas très bien parce que je suis pas vraiment rompu à l'exercice de parler tout seul dans ma chambre et de m'enregistrer. J'espère que bon, ça rend pas la chose trop inaudible. Bon, donc voilà, le mouvement actuel est en train de vraiment prendre une importance capitale, bien plus importante que tous les mouvements qui la précèdent, sans doute même plus importante que 1936, qui est souvent cité en cas d'école, notamment chez les historiens profs de lycée, qui parlent de 1938 comme une grande victoire sociale parce que les Français ont obtenu des vacances. Et ce que je trouve assez drôle, voilà, puisque au final, enfin, sans vouloir me lancer dans une grande analyse de 1936, au final, l'ordre social n'a pas été abattu et la France a été fragilisée jusqu'à ce que ça donne la défaite de 1940, ce qui n'est pas rien quand même. Donc le mouvement actuel va transformer la France, et c'est
c'est normal car Macron transforme la France. Macron est là pour transformer la France. Euh, Ça a été maintes fois analysé et répété. Si vous n'en êtes pas convaincu, bon, je vous invite à vous documenter. J'essaierai de mettre quelques liens dans la description pour, euh, pour étayer ce que je dis. Macron donc, est là pour faire sa contre-révolution, hein. C'est vraiment l'aboutissement, si vous voulez, de la destruction de ce qu'est un État-nation par le capital, et c'est l'aboutissement d'une lutte qui dure depuis le 19e siècle en fait. Donc Macron, sous ses airs de manager et de fou furieux, est quelqu'un qui quand même a une certaine vision pour la France. On a souvent dit qu'il avait aucun programme. Il a un programme, hein. Et c'est le programme du capitalisme dans sa forme la plus violente. S'il se heurte en France à une contestation de plus en plus vive, c'est avant tout parce que la France, dans son histoire, n'est pas un pays qui se laisse faire. Je ne sais pas si la France est un pays de droite ou de gauche culturellement, ça n'a pas vraiment d'importance puisque la droite conservatrice n'est pas forcément l'ami du capital et du libéralisme. Je parle bien de la droite conservatrice, hein. Et la gauche marxiste, dans son sens le plus pur, on va dire, est évidemment l'ennemi du capital. Je pense que les Gilets jaunes étaient le début d'une convergence politique que personnellement j'attendais depuis très très longtemps entre la droite conservatrice et la gauche marxiste. Si il y a bien quelque chose qui a changé ces dernières années, c'est le retour dans le débat politique et dans les consciences, c'est le retour du marxisme et de la problématique de la lutte des classes. Euh, sur Internet, sur Internet, depuis, on va dire, une bonne dizaine d'années, on a vu émerger le milieu dissident, entre guillemets, qui est aussi quelque part une espèce de genèse, de genèse pardon, du mouvement des Gilets jaunes, qui l'a beaucoup influencé. Euh, des gens comme Soral, ou Francis Cousin, Michel Onfray, voilà, tous ces intellectuels, entre guillemets, ont une résonance. Euh, Beaucoup de gens les ont écoutés, et la plupart des gens les connaissent même sans les écouter. Ce sont des figures actuelles, on va dire. Même si moi, personnellement, je pense que leur travail n'a pas été encore suffisant, même si voilà, je ne peux pas leur enlever leur contribution. Les Gilets jaunes, donc pour revenir à ce que je disais, les Gilets jaunes sont quand c'est vraiment le moment où la France de gauche et la France de droite euh, se réunissent. Et je parle des gens de bon sens. Je parle des gens de bon sens, des gens qui qu'on pourrait pas qualifier d'extrémistes. Simplement, c'est des militants politiques. Et le militantisme politique est toujours, de près ou de loin, associé à ce qu'on appelle l'extrémisme, qui veut simplement, l'extrémisme, c'est simplement de vouloir aller jusqu'au bout de ses idées. Euh, s'il y a bien, S'il y a bien un camp extrémiste aujourd'hui en France, c'est bien celui des libéraux et de l'oligarchie qui ont décidé donc de faire usage de tous les moyens qu'ils ont à leur disposition pour euh, détruire l'État et asservir sa population. Là, on a passé, depuis le 5 décembre, on a passé vraiment un cap dans l'ignominie. Les masques tombent vraiment, ils ont commencé à tomber il y a quand même quelques années. Mais c'était pas suffisamment clair pour la plupart des gens. Là, voilà, on voit que les membres de la société civile se rendent compte du monstre qui est en train d'arriver. En France, on vit aussi
dans ce que je sais plus quel sociologue appelait la religion civile de la Seconde Guerre mondiale. On nous a mis dans la tête depuis tout jeune que le fascisme n'avait qu'un seul visage, que c'était donc celui des nazis. Euh, Moi, je ne vois aucune autre idéologie aussi proche du nazisme que celle de l'ultralibéralisme économique. Avec son éternelle inversion des valeurs et du langage, euh, tout ce qui est initialement mal devient le bien, tout ce qui est un mensonge devient la vérité. Et là, depuis le 5 décembre, et plus particulièrement depuis les vœux de Macron, on va dire, on est vraiment en train de passer un cap dans l'ignominie. Quand on voit, pour donner des exemples très concrets, hein, que par exemple le manifestant qui a été frappé au sol par un policier, là je sais plus quel jour, c'était vendredi ou samedi, bon, vous allez me dire, ceux qui suivent les manifs ou qui vont en manif, que des gens frappés au sol, il y en a depuis l'année dernière, et que ça n'émeut personne, c'est vrai. Le truc qui change, c'est que les journalistes ont commencé à en parler, que c'est beaucoup plus médiatisé. Le terme de violence policière est maintenant assumé. Ça n'était pas le cas, parce que il a fallu des mois et des mois de violence policière, de brutalité extrême, pour que les médias mainstream euh, prennent au pied de la lettre euh, les avertissements qu'on essayait de leur donner. Maintenant, c'est fait. Donc, le mec, euh, le mec qui est frappé au sol se retrouve aujourd'hui déféré. Ça veut dire qu'en plus, le mec s'est fait casser la gueule, mais en plus de ça, c'est lui qui va être condamné. Ça, c'est totalement orwellien. C'est totalement orwellien. Et on, on est vraiment en train de frôler le totalitarisme. On est vraiment en train de le frôler. Ajoutons à ça la censure et le contrôle de la presse, euh, qui sont quand même des caractéristiques du totalitarisme. On enseigne ça au troisième, hein, au collège. Apprendre à reconnaître un régime totalitaire, c'est quelque chose d'important et tout le monde est allé jusqu'à la troisième, normalement. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que on est encore dans ce moment où deux Français sur trois se rendent pas compte ou préfèrent ne pas se rendre compte. Le, L'ignorance, c'est comme disait Orwell, c'est le terrain du totalitarisme. Et il y a plusieurs formes d'ignorance, quoi. Il y a aussi, il suffit pas de savoir ou de ne pas savoir. Il y a aussi des gens qui ne veulent pas savoir à tout prix, à tout prix. Donc ce cap de l'ignominie, on le franchit jour après jour. Moi, je suis vraiment sidéré. Je suis les mouvements sociaux depuis très longtemps, euh, mais voilà, progressivement, on est vraiment en train là d'arriver dans un ordre brun et où les valeurs sont totalement inversées. Euh, le président Macron euh, est vraiment dans une situation très compliquée pour lui, où seul l'usage du mensonge et de l'ignominie, c'est tout ce qui lui reste. C'est tout ce qui lui reste. Tout le monde s'en aperçoit, hein, y compris les gens de son propre mouvement, qui vont à un moment devoir choisir entre ce que leur conscience leur dit et leur place dans la société et leurs privilèges. Ça va être très important, hein, parce que s'il n'y a pas de... Si personne au sein du mouvement En Marche n'essaye de mettre un frein à Macron et à son délire mégalomane et fasciste, ben, les citoyens s'en chargeront pour eux. Et ce serait bien sûr malheureux. Je pense vraiment que bon, les gens de chez En Marche euh, sont vraiment dans ce qu'on appelle une secte, hein. Ils sont dans ce qu'on appelle une secte. Ils ne décident rien, ils ne servent à rien. Les ministres ne servent à rien, les députés ne servent à rien. C'est Macron qui décide tout. Enfin, Macron, ou plutôt les gens qui l'ont placé là et pour lequel il travaille.
c'est l'oligarchie qui décide tout. Et eux, les macronistes ne sont là que pour être des visages et des noms. Euh, et c'est une trahison fondamentale, hein, de ce qu'est la République. C'est pareil, ça restera dans l'histoire et ça aura des conséquences. Ça aura des conséquences énormes. Moi, je pense surtout maintenant à 2022, parce que Macron est en train de préparer le terrain à Le Pen. Il est en train de modifier énormément de choses, que ce soit dans la société, dans le maintien de l'ordre, dans le contrôle de l'information aussi. Il est en train de modifier énormément de choses et j'ai très peur de ce qui pourrait se passer quand Le Pen aura dans ses mains tout cet arsenal à disposition. J'ai aussi très peur quand je constate que la séparation des pouvoirs n'est plus vraiment une réalité dans ce pays. J'ai très peur de ce que ça donnerait si Le Pen et son camp arrivaient au pouvoir, et c'est ce qui risque de se passer malheureusement. Et ce sera vraiment provoqué par Macron. Je pense qu'on a affaire à des gens qui veulent sciemment provoquer le chaos. Face au contexte actuel, il n'y a que deux choix, quoi. Si Macron s'enferme là et s'entête dans sa folie, on pourrait penser que voilà, c'est parce qu'il veut absolument maintenir son cap et surtout ne pas faire signe de faiblesse et reculer ou faire des concessions, ce qui serait perçu par lui, qui est quand même narcissiquement atteint, hein, dans sa psychologie. Euh, Ce serait vraiment une grande faiblesse pour lui que de faire des concessions et d'écouter ce que lui disent les gens. Et oui, donc Macron, est-ce il fait ça simplement juste pour aller jusqu'au bout de ses idées, par volonté narcissique de pas reculer, ou est-ce que justement cette stratégie du chaos n'est pas vraiment voulue et décidée par toute une partie de l'oligarchie? Moi, j'en viens à me poser la question. J'en viens à me poser la question. Euh, chaque jour amène son lot de provocations de la part du pouvoir. Il y a la circulaire Castaner qui consiste quand même à bidonner une élection, et en plus de manière complètement transparente. Ça, c'est une provocation énorme. Il y a bientôt l'examen, donc vendredi, il y aura l'examen du texte sur les retraites, où au final, on se rendra compte que l'âge pivot, le fameux H pivot qu'on a supprimé temporairement, mais qu'on va faire passer quand même, voilà, Dixit Édouard Philippe, l'âge pivot n'est pas de 64 mais de 65 ans. C'est pareil, ça. Pourquoi ne pas l'avoir annoncé dès le début? Pourquoi le dire une fois que la marmite est sur le point d'exploser? Ils en rajoutent. C'est chaque jour son lot de provocations et de choses ignobles, l'ignominie la plus totale. Est-ce que c'est pas tout simplement pour provoquer un réel désordre social? Euh, c'est pareil, les violences policières, est-ce que c'est pas pour créer un réel désordre social? Mais qu'est-ce que ça leur apporterait, justement, ce désordre social? C'est là toute la question. Et franchement, à toi qui m'écoutes et qui a peut-être un avis sur la question, j'aimerais bien que tu m'en fasses part, parce que je me pose vraiment la question. Je ne sais pas vraiment si Macron fait tout ça parce qu'il est fou ou parce qu'il a une idée derrière la tête. Euh, on passe de l'excitation du mouvement à une certaine peur, une certaine appréhension. Il nous reste un an et demi de Macron. Pendant ces un an et demi, il peut se passer énormément de choses. Énormément de choses. Je me demande comment il va faire pour donner l'illusion encore de gouverner la France, il ne gouverne pas la France, hein. Il est manager de la Startup France. Tous ses déplacements actuellement en plus sont pour des causes économiques. Ça montre bien aussi la volonté de provoquer les Français qui lui réclament, qui lui réclament autre chose que des mesures économiques visant à dynamiser l'investissement, hein. Mais l'investissement, c'est tout ce qui compte dans sa vie à ce type-là. J'ai vraiment très peur. J'ai vraiment très peur. Je sais pas quelle forme va prendre le mouvement. Là, il est en train de changer de forme actuellement.
Donc on est passé des gilets jaunes. Bon, dans les gilets jaunes, il y a eu plusieurs phases, hein. J'en parlerai peut-être plus tard, peut-être dans un autre truc, mais plusieurs phases dans les gilets jaunes. Euh, quand les gilets jaunes se sont dilués dans le mouvement de contestation vis-à-vis de la réforme des retraites, ça a redynamisé le mouvement des gilets jaunes. Les actes du samedi sont toujours très suivis et très marquants, hein. Celui de samedi dernier a été très marquant. Peut-être pas le plus marquant quand on le met en comparaison avec les actes les plus importants qu'on a vécus. Mais ça montre quelque chose. Ça montre quelque chose. On voit aussi que le maintien de l'ordre a encore changé. La manière dont l'Allemand dirige ses troupes a encore changé. Tout simplement, au moment des Gilets jaunes, on voulait. Enfin, les ordres de la préfecture de police de Paris, c'était de faire énormément d'arrestations. Quelques blessés graves, mais énormément d'arrestations, hein, puisqu'on est quand même allé. Je sais plus à quel acte, mais il y a eu 10 000 arrestations le même jour. Et ensuite qu'on donnait lieu à 3000. 3000 enfin non, c'était pas le même jour, mais en tout cas, il y a eu 10 000 arrestations, en tout cas. Et il y a eu 3000 comparutions. Il y a eu 3000 personnes qui ont été jugées. C'est une. Je pense que dans l'histoire de France, c'est inédit. Et donc là, ça a changé, quoi. Il y a peut-être moins de polémiques vis-à-vis des éborgnements. Par contre, on voit que la police n'a plus du tout la même attitude en manif. On est dans des nasses permanentes. La police, avant, était devant les manifestants et derrière. Là, maintenant, ils sont sur les côtés. Ils sont sur les côtés toute la manif. Et on assiste à des charges très violentes, de manière sporadique. Euh, c'est vraiment dans le but de créer de la terreur. Comme l'a dit un membre du forum, c'est la stratégie de l'attention. Euh, c'est très dangereux. Je sais pas pourquoi aussi ils font ça, hein. Est-ce que c'est pas tout simplement pour créer le chaos en France? Euh, Je me pose la question. Donc on a moins d'arrestations qu'avant, même beaucoup moins. C'était récurrent à 14 heures d'avoir déjà plusieurs centaines d'arrestations l'année dernière. Là, bon, à la fin de la journée, il y en a une trentaine. Par contre, on a des manifs qui sont beaucoup, beaucoup plus violentes. Et des forces de l'ordre qui sont complètement lâchées, quoi. Je pense que ils ont carte blanche maintenant dans les manifs pour donner des coups. Tout simplement parce que, avec toutes les heures de travail qu'ils ont données depuis l'année dernière et même avant, s'ils peuvent pas se lâcher en manif, ils vont lâcher l'État. C'est ça, c'est un petit peu c'est un petit peu une carotte pour eux d'aller fracasser du manifestant. Déjà, bon, ils ont eu une prime l'année dernière, hein, sur leur salaire, les CRS. Euh, Ils ont aussi eu, ils vont garder leur régime social et en plus ils ont le droit de casser des bouches. Et c'est quand même incroyable. Et en plus derrière ils ont le droit d'inventer des mensonges pour criminaliser les manifestants. On a vu, comme ce qu'on a vu avec le cas du mec qui se fait donc tabasser au sol. Derrière, on a le syndicat Alliance qui invente tout un roman, un truc complètement fou là, que le mec a le sida et qu'il a craché du sang dans la bouche du flic. Enfin, c'est complètement n'importe quoi, quoi. Euh, Franchement, c'est sûr à 99% que c'est des conneries. Mais bon, voilà. Euh, le mec va quand même passer au tribunal et voilà. Donc on a le droit on a le droit de déborder des gens et de tabasser des gens comme on le ferait dans des dictatures et de pas tomber sous le coup de la loi. Par contre, voilà, un mec qui manifeste et qui euh, et qui se fait tabasser, lui par contre, lui il est pénalement il est répréhensible. C'est quand même n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Moi, je suis vraiment très choqué. On est vraiment dans un espèce de mélange, une dystopie, hein.
Autre aspect de cette dystopie, c'est le sort qu'on a réservé à Assange. Assange qui s'est beaucoup occupé de la France. C'est Assange qui nous a livré les Macron Leaks, hein, pendant l'entre-deux-tours, qui nous a permis de coincer Benalla avec ses ports d'armes. Ça nous a aussi permis d'en apprendre beaucoup sur le financement de la campagne de Macron. Et là, bon, aujourd'hui d'ailleurs, on a appris que les enquêtes sur le financement de la campagne de Macron ont été abandonnées par le procureur de Lyon. Alors ça déjà, voilà, c'est un autre aspect de cette dystopie, quoi. On sait, on a des preuves, vraiment des éléments très tangibles depuis 2017 que Macron, sa campagne a été financée par les grands bourgeois, l'oligarchie, donc avec des dons, ce qui voilà, pose un gros problème d'éthique. Il y a quelque chose qui s'appelle le code électoral et une entreprise n'a pas le droit de donner de l'argent à un candidat. Bon alors apparemment ça se fait, hein, je sais pas. Bref, on pouvait espérer que Macron allait finir par être coincé vis-à-vis de ça. Mais bon, bah, ce sera pas pour maintenant. Bon, peut-être que sous un autre gouvernement, la justice pourra faire son travail et mettre un petit peu son nez dans les affaires de Macron. Mais bon, pour le moment, Macron est beaucoup trop puissant et les intérêts qu'il défend sont beaucoup trop puissants. Je me demande vraiment comment tout ça va se terminer, hein, les rails. Euh, je pense que je vais arrêter là cette espèce de podcast bizarre hein, qui ne sert pas à grand chose. J'avais juste envie de parler. J'en avais marre un petit peu aussi du topic actuellement parce que bon, il faut savoir que bon, si les gens qui viennent pas du forum, voilà, vous êtes peut-être sur Twitter et vous voyez des bots macronistes appeler à la haine, provoquer constamment etc. Mais nous, on a les mêmes sur le forum. Hein, ils sont peut-être un peu moins nombreux, mais ils sont tout aussi ignobles et ils nous emmerdent depuis le 17 novembre. Je sais pas ce qu'ils font là, je sais pas ce qui les envoie, qui c'est qui les envoie, je sais pas s'ils font ça bénévolement, mais on a une armée de trolls qui est là toute la journée, du matin au soir, pour nous empêcher de discuter du mouvement et pour nous insulter, etc. Donc bon, j'en avais un petit peu marre du topic et je trouvais que bon, parler de tout ça sous forme orale, ça pouvait être pas mal. Ça pouvait être pas mal. Moi, j'aimerais bien avoir des débats sous forme orale avec des gens, que ce soit des gens de droite, de gauche, je m'en fous un peu, même des gens qui sont pas forcément partisans du mouvement. Je pense que ça peut être intéressant tant que derrière c'est pas des trolls. D'ailleurs, voilà, aussi, j'aimerais savoir aussi comment on fait pour que les deux tiers des Français prennent conscience de tout ça, de la société dans laquelle ils vivent. Euh, on a vraiment l'impression que deux tiers des Français sont complètement schizophrènes, quoi. Euh, Ils vivent dans une société, mais ils ne se soucient absolument pas de son état. Ils ne se soucient absolument pas de l'action des représentants qu'ils ont eux-mêmes élus. Tout ça, c'est très grave, hein. Tout ça fait très peur. Et c'est aussi très orwellien. Bon, moi perso, je vais arrêter là, hein. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Les Ray, les pareils, tout le monde, les Français et les autres. Ciao.